Alors, sans plus attendre, nos invités sur comment favoriser la participation active des collaborateurs. Donc j'appelle pour nous aider dans notre réflexion Cécile Prompte, directrice de la communication d'ALD Automotive. ALD Automotive est une filiale de la Société Générale. Marianne Delaplane. Marianne Delaplane est cofondatrice et directrice associée de l'IVY. L'IVY, c'est d'ailleurs notre partenaire interactivité. Marianne, je vous en prie. Cécile. Vincent Dumont. Vincent Dumont, il est... Qu'est-ce que t'es, Vincent, déjà? Directeur général de Tchaïkana. Armand Cayazzo. Armand Cayazzo est directeur associé de Human and Partners. Et Richard Mita. Richard est CEO de Maïka. Voilà. Alors, comme dans beaucoup de conférences, on introduit toujours par un événement qui s'est passé en 2015 et qui nous permet de rentrer directement dans un exemple concret. Donc, Cécile Prompte et Vincent Dumont, puisque vous avez réalisé cet événement. Qu'est-ce que vous pouvez nous... on regarde un film au préalable? Si tu veux, c'est toi le chef. Non mais allez, on regarde le film, comme ça on va se mettre dans l'ambiance tout de suite et puis on verra après les tenants et les aboutissants de cet événement. Donc ALD Automotive. C'est notre rendez-vous annuel et cette année, on a décidé de changer un peu, de casser les codes dans le fond et dans la forme. Ce sera une convention itinérante, connectée et inspirante. Nao, on y va? Super, c'est parti. Le plus marqué, c'est l'énergie qui se dégage de cette convention. On sait qu'on est dans une entreprise qui est en mouvement, on va innover nous aussi pour nos clients. On voit bien qu'on rentre dans l'ère du numérique où les gens ils sont beaucoup plus connectés. Les gens sont fiers d'être chez ALD et ils sont contents de travailler pour ALD. Merci. Alors merci d'abord d'avoir accepté de venir parler d'un événement interne, parce que c'est compliqué quand on évoque l'interne de venir s'exprimer devant beaucoup de monde. Alors bien évidemment, on ne va pas parler du fond, de la stratégie de l'entreprise, mais on va vraiment essayer de... Ce qui est bien, c'est qu'il y a tous les thèmes dont on va discuter qui sont apparus sur le petit film. Mais est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'historique de cette convention interne? Quel est son objectif initial? Alors, Cécile Prompte, donc directeur communication ALD Automotive. Alors, juste pour reprendre le contexte de l'entreprise, en fait, il y a un an, l'entreprise arrivait à un moment charnière de son histoire, et plusieurs signes nous l'indiquaient. Donc, il y avait déjà, effectivement, on constatait qu'on avait un monde qui bougeait ou qui bouge de plus en plus vite, et y compris le milieu automobile, puisqu'en fait, auquel nous sommes étroitement liés, parce que en fait, nous sommes gestionnaires de flotte automobile d'entreprise. Donc très très lié au milieu automobile. Et donc le milieu automobile évolue très très vite. Il n'a jamais été aussi innovant et connecté qu'aujourd'hui. Donc déjà il y avait ce constat-là, donc effectivement que tout le monde, notre univers
évoluait. Nos clients également changent. Leurs besoins ne sont pas les mêmes que ceux exprimés il y a 2 ou 3 ans. Et puis aussi, nos métiers, notre façon de travailler évoluait. Donc on a constaté tout ça et on a voulu traduire ça à travers notre événement interne, notre convention annuelle, qui a lieu donc une fois par an. Alors, quel est le cahier des charges que vous avez soumis à l'agence ou aux agences? Quelles étaient un petit peu les grandes lignes de ce que vous vouliez faire passer comme, comment faire passer tout le contexte que vous décrivez dans une convention interne qui était jusque-là traditionnelle, m'aviez-vous dit? Tout à fait. Ça fait plusieurs années qu'on faisait des conventions très traditionnelles. Alors, les 2 messages forts, c'était de montrer qu'on était une entreprise innovante et digitale, parce on a amorcé il y a un an une transition digitale très importante au sein de notre organisation. Donc, connectée, digitale, innovante, ça, c'était notre cahier des charges, et on voulait marquer la rupture. Voilà, marquer la rupture. Est-ce que d'emblée, vous vous êtes dit il faut que je casse les codes traditionnels d'une convention avec des managers sur scène, un public qui écoute et très top-down, comme on dit? Oui, on s'est posé la question avec notre directeur général. On s'est dit bon, voilà, ça fait des années qu'on réalise des conventions soit toutes réussies, hein toutes réussies, mais néanmoins, voilà, on constatait qu'il y avait peut-être un certain essoufflement, une certaine passivité de nos collaborateurs par rapport aux messages émis. Et on s'est dit, c'est pas possible, on ne peut pas refaire la même chose cette année. Et donc on a vraiment, on a consulté Shaikana sur ce sujet-là et on a souhaité ensemble créer la rupture. Alors, Shaikana, Vincent, voilà, le brief t'arrive. Casser les codes d'une convention qui a depuis 20 ans fait quand même la grande majorité d'ailleurs de l'ensemble du secteur événementiel, et il est né de ces réunions et de ces séminaires internes. Comment toi, tu reçois cette demande de ton client? Je la reçois super bien déjà. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait effectivement une vraie volonté de casser les codes, ce qui est rare, ce qui est assez rare. Quand je dis que c'est rare, c'est qu'il faut que ça soit porté par la direction générale. Et là, en l'occurrence, c'était porté par le directeur général, ce qui nous a d'ailleurs permis de le faire. Et on a fait un vrai pari, c'est-à-dire qu'on a fait le pari de faire une plénière qui a duré 7 minutes. 7 minutes, portée par le DG. Et c'était largement suffisant. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que moi, de casser les codes pour casser les codes, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est surtout de le faire quand c'est complètement justifié. Et là, en l'occurrence, il y avait une vraie volonté, ce que Cécile expliquait, d'aller vers de l'expérientiel, d'aller sur de l'expérimentation digitale. C'est-à-dire que c'était à la fois une convention, mais quelque part, j'apprenais, je me formais. Et ça a été vraiment intéressant. Donc, c'est pas forcément le fait de ne pas avoir fait de top-down. Mais en plus, je pense qu'on en reparlera. Je pense qu'il y a des moments, il faut le faire. Mais c'est surtout d'avoir eu un format complètement adapté au message qu'on voulait faire passer. Et moi, finalement, la seule chose qui m'intéresse, c'est les feedbacks des participants après. Et là, ils sont excellents au regard des objectifs qu'on s'était fixés. Mais j'insiste sur un point, c'est que ce type de projet, il n'est possible que si on se connaît super bien. Parce que entre l'agence et l'annonceur, mais c'est indispensable. Parce qu'il y a une part de prise de risque maîtrisée, mais il y a une part de prise de risque. Il faut énormément de confiance dans les deux sens. Et si tu n'as pas ça, c'est même pas la peine de l'envisager. Alors, qu'est-ce qu'on y voyait, Cécile, dans cette convention? Quels étaient un petit peu les outils que les collaborateurs ont pu découvrir, dont ils ont pu faire la connaissance? Comment vous avez imaginé, avec bien évidemment Shaikana, les différents ateliers, comment surtout les collaborateurs récupéraient l'information, puisqu'ils ne l'avaient pas dans la plénière qui n'a duré que 7 minutes? Alors cette convention, elle a été conçue comme une ville, en fait, une ville connectée. Donc dans un espace, il y avait plusieurs espaces, donc au sein d'un même espace qui était une ville connectée. Donc il y avait par exemple un espace appelé Maya LD, qui est un espace en fait dédié aux rencontres. C'est-à-dire que il y avait un café des échanges où en fait le comité de direction était présent et pouvait échanger librement avec les collaborateurs. Parce que bon, je voulais noter aussi qu'on parle beaucoup de digital, de connectivité, mais il faut aussi rappeler que l'humain est important et il fallait absolument aussi laisser au sein de cette convention un espace de dialogue, un espace d'échange. Donc on avait donc aussi mis l'accent et créé cet espace qui s'appelait Maya LD. Il y avait également un espace qui s'appelait Maya Inspiration où en fait
les collaborateurs pouvaient assister à 2 conférences inspirantes, donc avec deux intervenants en fait, sur la thématique de l'innovation. Donc intervenants extérieurs à l'entreprise. Voilà, qui faisaient donc des interventions format TEDx, 10 minutes chrono, donc quelque chose de très synthétique mais très marquant. Donc ça a beaucoup plu également à nos collaborateurs. Et puis il y avait cette manière donc tout à fait itinérante d'aller chercher l'information au sein de cette ville connectée. Un peu partout, il y avait des écrans digitaux avec un certain nombre de films, de PowerPoint, d'informations émanant d'entreprises. Il y avait ce fameux JT aussi qui a été créé quand même pour diffuser, parce que c'est quand même important aussi de redescendre de l'information stratégique. Donc on avait conçu un JT qui tournait en boucle sur tous les écrans répartis au sein de l'espace. Donc les collaborateurs qui souhaitaient avoir de l'information stratégique sur l'entreprise, sur les derniers chiffres, sur les perspectives de l'année à venir, pouvaient en tout cas récupérer cette information en écoutant donc, ce JT qui diffusait en boucle. Tu veux ajouter quelque chose, Vincent ? Donc un système d'atelier, circulation libre des collaborateurs, et je vais piocher l'information qui m'intéresse comme je veux, dans l'ordre que je veux, donc grande liberté. Ouais, l'idée, c'est vraiment ce côté personnalisation et responsabilisation. C'est un peu d'ailleurs dans ce que vous vivez sur ce salon. J'imagine que sur le salon, vous n'allez pas aller voir tous les stands, vous n'allez pas faire toutes les conférences. Par contre, vous allez aller chercher ce qui vous intéresse le plus, ce dont vous avez le plus besoin. Là, c'était exactement pareil. En partant du postulat qu'il y a peut-être certains collaborateurs, les résultats business de leur boîte, c'est pas forcément leur priorité. Par contre, d'aller se former sur des nouvelles techniques, sur les voitures connectées, par exemple, c'est peut-être plus leur sujet. Donc, c'est vite à convention, comme tu as envie de la vivre. Et le pari était là parce qu'on a eu peur pendant un moment avec Cécile qu'on ait 500 personnes dehors en train de boire des coups et de fumer des clopes. On a eu peur de ça, parce qu'à partir du moment où tu ouvres un principe de totale liberté, il faut l'assumer. On n'avait jamais plus de 10 personnes dehors. Comment, quand on a comme ça un peu une explosion des ateliers, une grande diversité des propositions de connaissances, comment derrière on arrive à mesurer que l'ensemble des collaborateurs ont bien intégré les messages que vous aviez quand même, in fine, l'ambition de faire passer? On a fait une petite enquête interne, évidemment, après l'événement, qualitative, quantitative. Enfin, voilà, donc j'ai eu beaucoup de retours très positifs. Hein. Bon, plus de 87% des gens étaient très satisfaits de cette nouvelle formule. Et les messages clés sont passés. Enfin, effectivement, les retours collaborateurs sont très nombreux. Ils ont énormément apprécié cette convention itinérante et où chacun était acteur, effectivement, de cet événement. Ils ont beaucoup aimé toutes les innovations qu'on a pu faire venir au sein de cette... Parce qu'en fait, bon, je n'ai pas parlé, mais il y avait également beaucoup effectivement, de véhicules connectés, de fournisseurs d'objets connectés. Enfin, c'était extrêmement innovant. Il y avait des drones, enfin, voilà, toutes sortes de choses. Parce qu'en fait, le but, c'était aussi d'éveiller nos collaborateurs, et ça, je pense que c'est aussi le rôle de l'entreprise, d'éveiller nos collaborateurs à ce monde qui bouge, mais le monde professionnel, mais pas que, aussi le monde de notre quotidien, parce que de toute façon, aujourd'hui, on le sait que notre quotidien et le milieu professionnel sont de plus en plus interconnectés, justement. Donc, notre rôle, c'était de les éveiller à tout ça. Et donc ça c'est tout à fait fait, quoi. Quand on a cassé les codes, quand on a marqué une rupture avec ce qui se passait avant, peut-on revenir en arrière ? On en parlait tout à l'heure avec Cécile en prenant un café, parce que la question, c'est qu'est-ce qu'on fait la fois d'après ? Moi, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Le vrai sujet, c'est de savoir quel est le bon format par rapport au message que j'ai besoin de faire passer. Et je pense que la prochaine, qu'on fera peut-être ensemble, on reviendra très probablement sur un format plus traditionnel, parce que les messages qu'on aura à faire passer correspondront en fait davantage à un format plus traditionnel. Et encore une fois, moi je suis pour continuer à faire du top-down. Hein. Et peut-être qu'on fera un projet beaucoup plus top-down, mais qui correspondra aux besoins qu'on a à ce moment-là. Merci de cet exemple. On va revenir, il y a plein de questions effectivement sur le top-down, sur la manière quand même de bien faire passer des messages, quand on sait quand même qu'il y a un certain nombre d'études qui disent qu'en convention ou en réunion, une majorité des collaborateurs s'ennuient profondément. Hein. Ah, ça, je peux te la montrer, celle-là. Armand. Armand, bonjour et merci beaucoup d'être là. Je sais que vous vous faites rare et je suis très content que vous soyez là. Armand, est-ce que un petit mot sur Human and Partners, que
qui est une grande agence très peu connue. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc en fait, j'ai entendu rarement, hein, donc et c'est effectivement comme ça souvent que mes collaborateurs m'appellent. Bon, en fait, je ne vais pas faire la pub de Human Partners, parce que c'est précisément le positionnement de l'agence, de ne pas faire trop de promotion. Ce n'est pas une sorte de je ne sais quelle vanité implicite. C'est un vrai positionnement qui vise surtout à servir nos clients, à ne pas, mais j'ai apprécié ce que j'ai entendu là, faire la promotion de l'agence via nos clients, ce que tu n'as pas fait, hein, c'est pas le sujet. Mais au fond, voilà, on est. Vous êtes un spécialiste de la com interne et de la com managériale. Oui, enfin, c'est le positionnement clair de l'agence. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'apporter une contribution dont vous jugerez. La question, elle est pas la question de l'événement, elle est la question de la communication interne. Et en fait, la communication interne, comme tous les métiers de la communication, a vécu un changement assez radical, un changement d'épicentre, qui fait que pendant des années, la com interne était un organe d'information. Et un organe d'information crédible. C'est-à-dire, vu la moyenne d'âge que j'ai devant moi, vos parents, où vous venez, ne remettez jamais en question une prise de parole éditoriale venant de la gouvernance. Et j'ai 51 ans, j'ai commencé mon activité avec des directions de la communication interne qui étaient des organes d'information incontestables. Après, sur l'intégrité de la com interne, pour moi, c'est un non-sujet. Il y a une intégrité de la com interne pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir tout à l'heure. Ce qui s'est passé, c'est que tous les métiers de la communication interne, dans l'événementiel inclusivement sur ces missions de com interne, ont été impactés par un changement d'épicentre, qui est que nous avons tous été alphabétisés à des systèmes de communication horizontaux, qui font que, via les SMS, les tweets, les réseaux sociaux, etc., nous pouvons partager notre appréciation quasiment en temps réel, et ma voisine en est une experte, de l'information qui est délivrée. Et ça a eu un effet considérable vis-à-vis des métiers de l'événementiel. Vous avez vu combien l'interactivité était au cœur de l'exemple qui nous a été présenté, mais en réalité, ce n'est pas ça qui a été impacté. Ce qui a été impacté, c'est le rapport à l'information. Nous sommes aujourd'hui, tous sans exception, saturés d'informations. Si une gouvernance imagine un instant qu'elle a l'apanage de l'information, elle se trompe. Elle se trompe et elle paye chèrement le sujet. Je fais l'économie des crises de communication dans les entreprises. Elles sont souvent fondées sur cet écart entre le niveau de perception, je dirais même d'intelligence sociale du corps de l'entreprise et le dirigeant, qui à ce moment-là crée une distance immédiate, et en termes de crédibilité, et en termes évidemment de lisibilité. Donc la question qui se pose très vite, c'est au fond, comment est-ce qu'on parvient à recréer une mise en phase entre l'émetteur, qui est détenteur d'une information, et les auditoires, les publics divers et variés. C'est ça la question de fond. Et la question de fond, nous, on l'a abordée sous un angle qui est un peu singulier, c'est qu'on savait qu'on allait nous demander des formats TED, évidemment. On savait qu'on allait demander de l'interactivité, évidemment. Parce qu'on s'attache tout de suite, de même que l'événementiel a pendant longtemps trouvé comme terrain d'inspiration la télévision. Canal+ est le vivier d'inspiration de tous les créatifs événementiels. Eh bien, le web est le vivier d'inspiration des agences d'événementiel. Donc on le savait. Mais nous, on s'est permis, mais je ne sais pas si on a eu raison, de faire un pas de côté et de partir d'un principe très simple. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit sur la fin, sur, au fond, le fait qu'il n'y a pas de panacée universelle. On s'est posé la question suivante. Est-ce que vous êtes des êtres humains? Est-ce que vous êtes des êtres humains? Et si c'est vrai, depuis que l'hominidé sapiens sapiens est un être humain, soit 30 000 ans, fondamentalement, sur le plan de la perception, sur le plan de la capacité à intégrer en termes de mémorisation les informations, sur le plan de ce qui est votre spécificité cognitive, vous n'avez pas changé. Donc ce qu'on a fait simplement, c'est qu'on a exploré l'univers des sciences cognitives dans 3 domaines, très précisément, et ce n'est pas un secret de fabrication. On est allé voir le professeur Lionel Nakache, spécialiste en neurosciences. On est allé voir un psychiatre, et pas n'importe lequel, parce qu'on a choisi un pédopsychiatre, je vous expliquerai pourquoi, qui en l'occurrence est Aldo Naori. On est allé voir un éthologue et un spécialiste de l'expression, du langage,
qui est Hans Wiesmann, au Collège de France. Et on a passé du temps à se dire, mais quand on a un auditoire, qu'est-ce qu'il perçoit? Qu'est-ce qu'il comprend? Et c'est ça le fond du sujet. Et ensuite, on s'est posé la question de comment les nouveaux modes d'information, que sont Internet, viennent impacter ce que vous êtes, c'est-à-dire d'abord et avant tout des humains. Et c'est ça le cœur du sujet. Donc ces changements d'épicentre, regardons l'auditoire, regardons le public dans ce qu'il est en tant qu'être cognitif, capacité à comprendre, mémoriser, etc. Dans ce qu'il est en termes d'impact environnemental, à savoir l'accès à l'information, à satiété. Et voyons comment on exploite cette information pour réinfléchir notre métier, qui est un métier finalement de communication. Alors comment on passe de l'information, dont on est saturé, à la connaissance, c'est-à-dire ce qui fait sens chez nous? Ça c'était écrit dans le conducteur, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Cette question, elle doit être écrite quelque part, évidemment. Non, mais on a préparé ensemble, mais ce n'était pas écrit. Alors, cette nuance, elle est simple, mais alors je vais essayer de ne pas faire trop dans la théorie, mais plutôt dans la pratique. La connaissance, c'est simple, c'est deux notions. La connaissance, ça passe par le fait que d'abord, il y a un co. Hein, c'est un co, c'est-à-dire on est ensemble. Il n'y a pas de connaissance insulaire, c'est impossible. La connaissance, c'est un partage. Premier point. Et la connaissance, c'est une mémorisation. C'est les deux notions. Si on revient à Gnos, la base, c'est exactement ça. C'est partager ensemble, une information qu'on mémorise ensemble, parce que quelque part, elle correspond à une vérité. Dans la cacophonie Internet, aujourd'hui, il ne faut pas se tromper, nous perdons connaissance. Mais au premier sens, nous perdons connaissance. Une telle masse d'informations que nous ne savons plus ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Les événements dramatiques qu'on a tous vécus au fond de nous, ontologiquement, ils ont été touchés quelque chose de vital, ont malgré tout été l'objet d'informations cacophoniques sur Internet, où les paranoïas, ou les paranoïdes, je dirais, pour pas éviter que ce soit une psychose, se sont réveillés, et où les pétards ont été allumés maintes fois sur Internet. Même dans un moment de vérité vitale, Internet continue une certaine cacophonie. À qui pouvons-nous nous fier? Où l'information est-elle fiable? Et là, il y a un rôle essentiel de la communication événementielle. C'est de créer des moments de vérité, d'être d'une violence inouïe vis-à-vis des dirigeants qui voudraient que nous soyons utilisés comme des médiateurs d'un faux semblant. C'est-à-dire de refuser de manière radicale, pas parce qu'on serait dans une sorte de monde des bisounours ou d'éthique, parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai toujours un souvenir ému, un jour d'une prise de parole, c'était il y a une dizaine d'années, où le dirigeant vient vers moi et me dit « Ah, t'as vu, hein, j'ai fait un carton, ils sont silencieux. » Et je lui ai répondu « Dans les accidents de la route, les gens qui sont silencieux sont morts. » C'est-à-dire que si on pense une seule minute que la soumission du public, par le silence, c'est l'approbation, on n'a pas compris ce qui est en train de se passer. De fait, sur ce qui regarde cette notion d'information, qui est brute de fonderie et qui est cacophonique, quand moi je suis amené en tant que dirigeant à prendre la parole alors sur le fameux triptyque plan stratégique, anniversaire et séminaire, on a fait le tour de 95% du marché. Quand on a fait le tour de tout ça, naturellement, il ne faut pas sous-estimer ce dont vous êtes dépositaire en termes de données qui font que vous êtes dans une contestation naturelle. Ce n'est pas ce que j'ai lu, ce n'est pas ce qui est dit, ce n'est pas ce que j'ai échangé. Donc, ce passage de l'information à la connaissance, et c'est ça l'enjeu, hein, la connaissance au sens de ce que je viens d'évoquer, il passe nécessairement par un certain nombre de règles, enfin en tout cas de principes directeurs. Alors je peux commencer à vous en livrer quelques-uns. Hein. On y reviendra, dans un second temps. Tu voulais juste réagir et on continue avec Marianne après. Ouais, juste un petit mot par rapport à la question que tu posais. Quand on fait une prise de parole devant un public, ce qui est le cas ce matin, les plus attentifs d'entre vous vont retenir au maximum 10% de ce qu'on leur a dit. Moi, je conseille en fait à tous les dirigeants qu'on accompagne sur les prises de parole de se dire donnons-nous 3 messages. Et souvent d'ailleurs, c'est même pas 3 messages, c'est 3 mots-clés. 3 mots-clés. C'est notre objectif par rapport à l'événement qu'on va faire. Si à la fin de l'événement, quand on interroge l'ensemble des participants, ces 3 mots-clés arrivent aux 3 premières places, on a gagné. On a gagné. Rien que ça, c'est très ambitieux. Mais il faut être très modeste par rapport à ça. Mais 3 mots-clés, on aurait pu le faire ce matin, hein, prochaine conférence, fait l'exercice. L'objectif, il est là, on a gagné.
Merci d'un peu de ces explications sur l'évolution un petit de la demande et les enjeux liés à la com interne et à la participation des collaborateurs. On va passer plus maintenant dans un second temps qui est comment on favorise ces interactions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de multitudes d'outils pour ça. Donc on va commencer avec vous, Marianne Delaplane. Donc vous avez créé, fondé Livey. Comment vous en êtes venu, vous, à se dire aujourd'hui, les outils d'interactivité ont un rôle à jouer dans la communication événementielle? Qu'est-ce qui a fondé, si je puis dire, Livey? Alors, effectivement, historiquement, nous développions au départ des logiciels, serveurs de chat, messagerie instantanée pour les entreprises. Et puis, en 2002, on a vu une circulaire ministérielle des NTIC qui demandait aux collectivités locales de favoriser le dialogue avec les citoyens. Ça a commencé un petit peu comme ça. On avait en même temps la presse qui nous demandait des outils pour dialoguer avec les internautes. Donc on a commencé, nous, à réaliser des événements live et interactifs sur le web. Ça a commencé par ce qu'on appelait des chats événementiels texte. Donc, bien sûr, depuis, on est passé à la vidéo. Mais l'idée, c'était vraiment de provoquer l'échange entre un public et des intervenants qui étaient à distance, évidemment. Et puis, donc, très tôt, finalement, nous, on a essayé d'évangéliser aussi les entreprises et notamment les directions de communication interne sur le bien fondé de l'échange et du bottom-up. Donc, on essayait déjà de les bottom-up, de faire remonter, les idées, les interrogations. Exactement. Je ne sais pas si je suis bien devant le micro. Collez bien votre micro. Donc, on a commencé comme ça. Et puis, on a commencé aussi à comprendre qu'il fallait rendre les gens acteurs d'un événement de communication. Alors au départ, encore une fois, on n'est pas sur des événements, nous, en présentiel, mais vraiment des événements à distance. Donc des prises de parole de dirigeants, de politiques, d'experts en tout genre. Et puis, on a commencé à leur dire, voilà, vous pouvez dialoguer avec votre public. Votre public va vous faire remonter des informations, va vous poser des questions. Il ne faut pas en avoir peur. C'est quelque chose qui, au contraire, en fait, va faire remonter une forme d'intelligence collective, finalement, sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer vraiment pour vous aussi mieux comprendre la manière dont ils perçoivent ce que vous leur dites et mieux rebondir. Donc, on s'est dit, il faut aussi rendre les gens acteurs en amont de la prise de parole, de l'événement en ligne. Donc, avec des fonctionnalités. Donc, on leur proposait on leur présentait un sujet, on leur demandait de commencer à poser des questions, éventuellement de liker, de leur montrer des questions d'autres personnes, de les liker, de voir comment ça remontait dans un classement. Et puis, ça permettait aux communicants finalement de modifier la ligne éditoriale du jour J. C'était vraiment ça l'idée. Et effectivement, ce jeu-là aussi leur a fait... Bon, je vous parle de ça, c'était déjà dans les années entre 2000. Mais quelque part, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Le fait que vos outils aujourd'hui soient entre quelqu'un qui prend une parole et quelqu'un qui écoute, je pense qu'on est toujours dans cette idée-là. Après, voilà. La technologie s'est améliorée. Mais voilà, en fait, exactement. Aujourd'hui, on a plein de fonctionnalités qui permettent de faire monter l'information, de la quantifier et de l'analyser aussi. Parce que ça, c'est important. C'est pas le tout de dire on est interactif. Il faut avoir du feedback. Et puis, on peut avoir du feedback de plein de manières différentes. Donc, c'est effectivement l'envoi de messages un petit peu comme aujourd'hui, là, dans cette salle, au travers des SMS, des tweets ou d'une application web mobile, puisque maintenant, on est tous ultra connectés, on a le téléphone dans la poche, on est dans la spontanéité, on est de plus en plus amené à prendre son téléphone de manière très instantanée. Donc il faut s'en servir. C'est ça aussi qu'on explique nous à nos clients. Il faut pas penser que parce que les gens sont sur leur téléphone pendant votre convention ou votre séminaire,
que d'un seul coup, ils n'écoutent plus. Au contraire, il faut s'en servir et les rendre acteurs à chaque fois de votre convention, de votre séminaire, de votre conférence. Est-ce que ce type de discours aujourd'hui, de la part de vos interlocuteurs dans les directions de communication interne ou dans les directions générales, ou même de la part d'un certain nombre d'agences d'événements, est-ce que ce discours-là est reçu? Enfin, est-ce qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience généralisée que vos outils peuvent aider à cette relation entre manager-managé, entre celui qui prend la parole et celui qui écoute? Oui, je pense que là, le fait d'utiliser des outils d'interactivité en communication interne, c'est déjà ancré. Là, ça fait quelques années. D'ailleurs, en l'occurrence, nous, on travaille beaucoup sur le web, mais on travaille aussi beaucoup pour des événements en présentiel avec des diverses solutions. Mais je pense que Richard aussi aura l'occasion d'en parler un petit peu. Est-ce que vous avez aujourd'hui l'impression que tout ce que vous avez développé à distance, donc la capacité, encore une fois, d'un public à distance à interagir avec quelqu'un qui est en train de tenir un propos, de tenir un discours, est-ce que vous pensez que vous devenez de fait un concurrent au présentiel? Non. Et est-ce que dans alors la réponse a été très claire. Non, est-ce que dans un moment où les restrictions budgétaires font que le coût d'hébergement et de voyage des collaborateurs pour tous les réunir devient un peu prohibitif, est-ce que ce n'est pas une solution quand même à... Alors, oui, c'est une solution. Effectivement, on répond aussi à ce type de problématique budgétaire. Effectivement, quand on est un grand groupe, on peut se poser la question de proposer aussi des événements en ligne à la place des événements en présentiel. Mais en réalité, nous, ce qu'on fait de plus en plus, et c'est aussi grâce à notre plateforme, mais aussi à cette expérience qu'on a des événements en ligne, mais aussi... finalement en présentiel, c'est que on fait ce qu'on appelle des événements 360. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien avoir une salle de conférence, enfin un endroit où va se dérouler un événement en présentiel comme ce qu'on est en train de faire, et en même temps le proposer à vos collaborateurs distants dans les filiales à l'autre bout du monde. Vous pouvez leur proposer de suivre cette même conférence avec les mêmes possibilités d'interaction et faire en sorte que tous les flux, alors là je suis un peu technique, mais finalement les messages, les réponses à des quiz, le brainstorming, tout ça puisse se faire sur ces deux axes. D'accord. Voilà, et donc ça répond à une problématique budgétaire aussi, mais on ne vient pas forcément en concurrence avec le présentiel, parce que moi je suis convaincue que l'humain, plus il y a de techno et plus c'est immatériel, plus l'humain est important. Donc j'imagine qu'il n'y a pas de communicants aujourd'hui qui imaginent ne plus faire d'événements internes en présentiel parce que les gens ont besoin de se voir à un moment donné. Donc on ne vient pas en concurrence. C'est juste ponctuel. Voilà, entre deux événements présentiels. Exactement. Et souvent, c'est ça. On fait un point, en fait. On peut faire un point entre un événement, un grand raout, une grosse convention. Et puis, 3 mois plus tard, on fait un point avec des outils live. C'est aussi une manière de prolonger l'événement. Merci. Richard, est-ce que toi aussi, tu as vu une évolution une prise de conscience de la part des managers en entreprise et des agences événementielles sur l'utilité de ces outils? Et quelle a été un peu comment tu analyses l'évolution de cette demande? Et après, on passera à la partie génération Y, parce que vous avez beaucoup réfléchi sur cette partie-là. Alors d'abord, bonjour à tous. Je reviens à ta question. Déjà, je voulais simplement peut-être noter quelques points. On a parlé, Cécile a parlé d'événements connectés, on a parlé d'objectifs d'événements, de format, on a parlé d'humain. Ça, c'est des notions sur lesquelles je me rapproche énormément. Et je pense que les objectifs de l'événement vont favoriser le format de l'événement. Donc ça, c'est pour ma petite intro. Concernant ta question sur l'évolution, bien évidemment, nous sommes Maïka, c'est un des pionniers de tout ce qui est application mobile sur événements depuis 2010. On a vu bien évidemment une évolution. Là où il y a quelques années, on nous demandait simplement de remonter, faire du bottom-up très simple. Aujourd'hui, on nous demande de faire toute une partie intégrée avec aussi bien du jeu que de la création, que de la co-création. Et l'idée, c'est d'arriver à la fin d'un événement, grâce aux outils technologiques, d'arriver à avoir des actions concrètes de ce qu'on peut faire. Et ça, aujourd'hui,
le digital vous permet de gagner en temps là-dessus. Et ça, c'est très important, puisqu'en fait, quand on parle de digital, quand on parle de participation active, il faut arriver à quantifier ça, il faut arriver à mesurer ça, il faut arriver à faire en sorte qu'à la fin d'un événement, on arrive à se dire, voilà, en termes de mesure, ce qui s'est passé, et voilà les actions qu'on va faire pour la suite. Et ça, je pense que dans une communication interne, dans un événement interne, il faut arriver à justement maîtriser et savoir ce qu'on veut faire après. Et pour moi, c'est très important. Donc c'est quoi? C'est récupération de data, de données qui permettent après à l'entreprise de les analyser et d'en faire et de l'utiliser dans le cadre de sa com interne ou de son marketing. Enfin, je ne sais, enfin là, en l'occurrence, on est en com interne, mais dans le cadre de sa relation avec les collaborateurs. Bien évidemment, l'idée est vraiment de... En fait, nous, quand on a démarré, moi, je demandais à The Event Planner que je rencontrais comment s'est passé votre événement. Et on me disait en général, je sais à peu près qui j'ai invité, je sais à peu près qui est là. Et puis, j'ai croisé 2-3 personnes qui m'ont dit que le jus d'orange était très bon et que le traiteur était très bon. Et voilà. Donc, quelque part, je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur la partie mesure et sur voir comment on peut justement parler de ce retour sur investissement d'un événement. Aujourd'hui, vous demandez à n'importe quel event planner son retour sur investissement quantifié, mesuré par rapport à ce qu'il a investi sur un événement. Et si vous lui demandez de prendre en compte aussi la partie travel, je crois qu'il y en a très peu, pour ne pas dire presque aucun, qui est capable de me dire... Voilà, le ROI, le fameux ROI. Le fameux ROI, bien évidemment. Oui. Alors, il y a une problématique qui est née dans les entreprises, et après on y reviendra, mais vous avez beaucoup travaillé, vous, sur la génération Y et comment les millennials, comme on les appelle, ceux qui sont nés juste autour des années 2000, comment on arrive à les intégrer dans ces processus de participation au sein de l'entreprise. C'est vrai que ces jeunes-là arrivent et viennent un peu révolutionner et les méthodes et les comportements. Donc, je crois qu'il y a un petit, un petit PDF. Donc, je te donne ça. Tu choisis. Il y a beaucoup d'images, donc je te laisse choisir et faire une petite présentation de ce qu'ils attendent, cette génération Y, des entreprises et de la manière dont l'entreprise communique en interne. Alors, nous, chez nous, la moyenne d'âge est de 27 ans. Donc vous voyez que déjà, nous, en interne, on est déjà soumis un peu, entre guillemets, à celui-là. Moi, j'ai 30 ans, un peu plus de 30 ans. Vive les jeunes. Je pense que le premier message que je veux vous donner, c'est qu'en fait, et j'en vois beaucoup dans l'audience, ce sont des gens qui ne connaissent pas ce que c'était de ne pas avoir Internet. Donc, et typiquement, moi, aujourd'hui, quand je cherche une information, je la cherche même sur YouTube, comme ça, moi, je sais comment la faire. L'autre étude et l'autre partie qu'on a compris, c'est que le face-to-face est toujours très important. En fait, et ça, on parle de tout ce qui va être expérientiel, qui va être beaucoup plus important de la partie possession. Ensuite, j'avance. Je pense que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez dans la vie de tous les jours, notre temps d'attention est très court. On parlait de format TED, et en fait, ça c'est lié au monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde où en fait, les temps d'attention est de plus en plus court. Regardez les JT aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans. Regardez les séries aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans. Il n'y a plus de plans de plus de 30 secondes sur quelque chose. On est sur des plans extrêmement courts. Et ça façonne en fait notre façon d'être. En termes de format, on préfère les ateliers. Et bien évidemment, je pense qu'il y a une partie fun qui est non négligeable. Je pense que rester 1h30 assis n'est plus valable. Il faut se lever, il faut bouger, il faut pouvoir changer comme ça rapidement de format pour permettre aux gens de se sentir bien. En termes de ce qu'on veut faire dans l'engagement, donc la participation active, les quelques recommandations qu'on peut vous donner, c'est que le focus doit être sur l'éducation et l'engagement. Il faut qu'on arrive à créer de la valeur ajoutée pour les gens qui viennent. Ensuite, le layout. Amenez vos participants dans des endroits différents. Aujourd'hui, grâce aux technologies, vous pouvez faire des événements dans des arènes, vous pouvez faire des événements dans des théâtres. Le format habituel, traditionnel, n'existe plus. Il faut en profiter. Vous pouvez les amener dehors. Le fameux
événement un peu à la TED, je pense que le 10 minutes d'attention est très important là-dessus. Le mouvement. Le côté CSR. Alors, CSR, c'est tout ce qui est responsabilité sociale et environnementale. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus dans les pays anglo-saxons qu'en France. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus en France. Là, pour le coup, moi, je l'ai beaucoup plus, en tout cas, expérimenté dans les pays anglo-saxons. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est connectivité. Mais la connectivité, ce n'est pas seulement vous fournir du Wi-Fi. C'est le fait de vous fournir des stands pour que vous puissiez recharger votre téléphone, pour que vous puissiez être dans votre petite bulle et faire vos mails peut-être pendant 20 minutes, 30 minutes, pour être bien dans votre petit monde, et après repartir dans l'événement. Et bien évidemment, tout ce qui est la partie sociale et media sharing, où là, il faut encourager et les gens veulent partager. Donc laissons-les partager et laissez-les faire. Et puis, bien évidemment, faire en sorte que toute la tech autour de votre événement soit friendly. Et puis la partie hybride, et je continue parce que le dernier point, et après gamification. Je m'arrête là après Lionel. Tout ce qui est jeu. Et en fait, moi je me rends compte d'une chose, c'est que souvent, dans un événement, et l'événement de Cécile était pour le coup extrêmement remarquable, les gens en fait se sont amusés, je pense, à votre événement, Cécile. Et en fait, je pense que ça c'est très important. Et le jeu favorise l'éducation en fait. Parlez-moi et je vais peut-être retenir. Par contre, faites-moi faire des choses et là, je vais pouvoir l'apprendre à quelqu'un. Et là, le jeu va vraiment vous aider là-dessus. Et un jeu ne peut ne pas être très compliqué. On peut faire un concours photo, ça suffit, hein, avec quelques règles pour gagner des points. Ça suffit largement. Mais après, il y a des choses beaucoup plus élaborées qu'on peut s'amuser à faire. Avec en plus un certain nombre d'outils, j'imagine. Vous voulez réagir sur le jeu, Marianne ? Oui, en fait, c'est assez rigolo cette photo. Moi, je la trouve très bien. En fait, ça me fait penser à une crèche où effectivement, c'est ça. On a exactement ces mêmes problématiques. Plus on est connecté, plus on a le téléphone à la main et plus on fait de choses, et plus on est comme ces petits qui sont à la crèche et auxquels on est obligé de faire des choses. Très très variées, très vite et très souvent. Et bien c'est exactement ça. Alors c'est amusant que vous disiez parce que je voulais inviter quelqu'un de chez Lego qui aujourd'hui a un peu théorisé l'utilisation du Lego dans les conventions internes, etc. Mais j'ai choisi un chef d'orchestre. Alors vous êtes un homme de l'art, pas de l'art événementiel, mais de l'art musical. Et comment vous avez un peu, vous l'artiste, comment vous avez un peu écouté et pris tout ce qui vient de se dire. Quelle est votre analyse sur tout ce qui s'est dit ? Moi, tout ce que j'ai entendu m'a passionné parce que, en fait, ça recoupe un certain nombre de mes engagements. Je suis en effet chef d'orchestre, je dirige un orchestre qui s'appelle le Duke Orchestra, qui est dédié à la musique de Duke Ellington et qui ne joue que cette musique. Qui fait une très belle carrière internationale, mais l'autre partie de ma vie, après des études à Dauphine, ensuite travailler dans le marketing et la pub, c'est de me poser la question de comment la musique peut contribuer à plus d'impact et plus de charge émotionnelle dans le monde de l'événement. Parce que toutes les questions qui ont été posées tout à l'heure, moi, elles m'interpellent parce que je pense qu'on se pose les bonnes questions et qu'on a la réponse sous le nez. On parle, et encore une fois, j'adhère à tout ce qui a été dit, hein, quand on parle de quel est le bon format, c'est des questions qu'on se pose, que nous les artistes, on se pose tout le temps, quand on organise un concert, quand on va chercher des publics, quand on va, par exemple, on ne peut pas imposer à un public de venir au concert, donc il faut lui donner envie, et une fois qu'il est dans la salle, il faut lui donner envie de rester, et puis il faut faire en sorte de prolonger sa capacité d'attention. Et puis, on vit les périodes de restrictions budgétaires. Et on sait très bien qu'en face de nous, il y a un auditoire qui est constitué d'êtres humains. Et on ne s'adresse pas à 1000 personnes en une seule fois, on s'adresse à 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et quand on vend un disque, on vend à une personne, plus une autre personne, plus une autre personne. L'effet masse dans la musique, pour nous, ça n'existe pas, en fait. Puisqu'on sait que ce qui va nous relier, c'est... la puissance de la relation. Et la puissance de la relation, elle va pour l'essentiel venir de la charge émotionnelle. Moi, j'ai été absolument enchanté
par l'intervention de Armand Caiazzo sur la façon dont il travaille pour se dire partons de l'humain et voyons à partir de là comment on peut réenchanter la relation dans le domaine de l'événement. Moi, je souscris complètement à ça. Alors, ce que je me dis par exemple, c'est que si on veut susciter la participation active des collaborateurs à un événement interne, je me dis, mais pourquoi on ne regarde pas comment ça se passe du côté de la musique et des artistes en particulier? Parce que nous, on a... Les artistes ont la solution. Bah, je ne dis pas qu'ils ont la solution, mais ils sont certainement une source d'inspiration. Ceux d'aujourd'hui et les anciens. Parce que ce n'est pas parce que, même si tu as tout à fait raison, le public de moins de 30 ans n'a connu que Internet, qu'on va forcément mettre à la poubelle 2000 ans d'histoire de l'art qui ont fait leurs preuves. Ça va du théâtre antique grec jusqu'au Rolling Stones, si vous voulez. Donc nous, qu'est-ce qu'on vit, nous? On a une scène, on a un micro comme ici, on a un auditoire, on a un décor, comme ici les slides qui passent, on a un discours à faire passer. Ça fait 2000 ans qu'on a trouvé des solutions pour que ça marche. Alors j'entends en effet des techniques et les techniques, par exemple, d'interactivité, elles sont formidables. Je suis d'accord, c'est un outil. Exactement comme quand la guitare électrique est arrivée, c'est un nouvel outil. Super, en tant qu'outil. Mais la question que je me pose, c'est au service de quoi? Quel est le sens de la chose? Et pour moi, le sens de la chose, c'est cultiver, nourrir et passer son temps, corps et âme, à charger l'intelligence émotionnelle du groupe dans lequel on est. Je vais même plus loin. Pour moi, la solution, elle n'est pas dans le cerveau gauche, elle est dans le cerveau droit. C'est là que ça se passe. Je serais bien content, par exemple, ici. Attendez, je ne sais pas, moi, je peux passer une petite vidéo, etc. Il y a un premier point de départ. On a une petite vidéo. Bon, je suis fan de Duke et je présente quelques solutions sur le processus collaboratif, leadership, management, souvent en plénière, en convention, et j'accompagne les discours corporate sur la thématique, non pas du chef d'orchestre uniquement, mais également de la structuration de l'orchestre, de la façon dont le soliste se comporte, comment la salle peut interagir, etc. Il y a une solution tout simplement. Déjà le point de départ, on va écouter Duke Ellington en interview à Stockholm en 1967. Il vient d'arriver, il est interviewé par la télé et voilà ce qu'il dit pour préparer son concert. Ah, on n'a pas le son. Alors attendez, on va vous... Of musicians who are en route to Sweden at the moment, and all the kids in the band want you to know that we do love you madly. Vous vous rendez compte du truc là? Il n'est pas en train de dire on est le meilleur orchestre du monde, venez à notre concert. Il leur donne un message d'amour. C'est ça qu'on fait nous sur scène en permanence. Et c'est pas du bidon. Parce qu'il sait très bien que s'il n'est pas dans un procédé d'inclusion, son public ne viendra jamais. Et là, il va commencer à créer les conditions de la réception. Et il y a une autre petite interview qui est absolument extraordinaire, où on voit Ellington nous parler justement de quel est le cœur de la façon de se comporter dans la musique et dans la façon de construire un concert, un discours musical. Listening is the big thing in music. L'écoute est primordiale dans la musique. I believe not analysis, but listening. Alors quand moi je me retrouve avec le comité de direction d'AG2R ou avec les 2000 informaticiens de la SIOP, Société Générale à Baltar, et que je leur montre ça, je ne crois pas dans l'analyse, mais je crois dans l'écoute. Il y a deux façons de le voir. Soit on se dit, mais il est cinglé ce gars-là, l'analyse, on en a vachement besoin, il faut analyser tout. Mais évidemment, vous avez bien compris que c'est l'analyse au service d'eux. Donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est là où les artistes, un chef d'orchestre comme moi ou plein d'autres, et j'ai plein de copains qui font un formidable travail là-dessus, sont tout à fait capables de réenchanter la relation et de créer les conditions probablement d'une participation active des collaborateurs. Alors ce qu'on pourra voir peut-être un petit peu après, c'est concrètement qu'est-ce qu'on peut faire évidemment avec les artistes. Alors vous faites le lien parfaitement avec justement, tout le monde veut réagir, mais vous allez réagir sur justement, en fait vous envoyez à travers ces deux petits messages un certain nombre de pics, de critiques à celui qui prend la parole, en disant vous utilisez beaucoup trop, chers messieurs et mesdames les dirigeants, le cerveau gauche, alors qu'adressez-vous plutôt au cerveau droit. C'est ça que vous dites un peu implicitement. Je suis dans un discours de bienveillance envers tout le monde, tous les gens dans cette salle et tous les gens sur ce plateau, en leur disant
en leur disant tout ce que vous imaginez est vrai, mais comment dire, il y a les fondamentaux. Collectivement, nous ne devons jamais les oublier. Ça a été évidemment très bien dit. Les fondamentaux, c'est la qualité de relation et c'est l'émotionnel, c'est le fait d'être des êtres humains, d'être vivants et d'être reliés. Armand et après Vincent. Moi, je bois du petit lait parce qu'en fait, la partie qui était la suivante sur la conclusion, qui était en fait le fait de travailler avec ces experts des sciences humaines, j'ai d'abord découvert qu'il y en avait un dont la belle-fille s'appelait Nathalie Dessay. J'en ai découvert qu'il y en a un qui était un musicien absolument extraordinaire de musique baroque. Et j'en ai un troisième qui était, mais c'est pas mal non plus, musicien dans un orchestre qui jouait que du Miles Davis. C'est-à-dire que j'ai vu mes cogniticiens, etc., tout simplement me dire, en fait, imaginez une minute, ce qui est quand même extraordinaire, que les personnes présentes à un événement, ils viennent parce que, ce qui va se passer en termes de dons d'amour les intéresse. 2, elles ont payé leur place, elles ont acheté leur place. Et 3, elles pouvaient ne pas venir. Ce qui est en fait ce qui ne se passe pas du tout dans une convention interne. Mais vous vous rendez compte, ce que l'artiste est capable de faire, il est capable de faire passer un message de communication, parce que l'artiste, évidemment, est un communicant, sauf qu'il utilise comme médiation la médiation artistique. Mais à la différence près, c'est que son auditoire, il a choisi. Il n'est pas captif. Et donc, remplir Pleyel sur la base du volontariat, eh bien, asymptotiquement, c'est ce vers quoi il faut tendre quand on fait une convention interne. C'est-à-dire, ils, entre guillemets, ont acheté, ils ont adhéré à ce qui était le message. Et j'ai parfaitement une résonance parfaite, parce que le domaine qu'on a investi, c'est le domaine de l'infraliminaire. C'est-à-dire le domaine finalement de l'émotion, celui dans lequel, à un instant donné, on est ici présent, parce qu'on rentre en phase, mais vraiment au premier niveau. Alors évidemment, il y a des messages corporate, évidemment, il y a des contenus. Mais par exemple, combien de fois avez-vous assisté à des situations, à des événements, où vous pourriez sortir de la salle, le speaker continue? Je vous assure que l'artiste, lui, il dit il y a un problème. Pas le speaker. C'est-à-dire, pour être clair, le changement d'épicentre, c'est d'imaginer une minute ce principe dans lequel, et si les personnes dans la salle étaient en situation de choisir, de s'investir, soyons clairs, de faire un transfert. On est capable d'arracher sa chemise pour les Beatles ou, entre guillemets, pour Nirvana. Donc, un transfert. Bon, alors, je pousse le curseur, mais c'est ça, clairement, l'orientation au niveau de la dimension humaine. Et après, je ne doute pas que les technologies peuvent être au service de ça, mais le préalable, c'est ça. Vincent, moi j'ai envie de prolonger, alors tu vas peut-être réagir, mais moi la question que ça me pose, c'est est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui les speakers n'investissent pas assez de temps, assez d'énergie, ne donnent pas assez de ressources pour pouvoir aller dans cette dimension émotionnelle que vous appelez de vos voeux quelque part tous? Je réagis aux propos de Laurent et je reboucle sur ça. Je suis hyper en phase, hein, j'adore. J'adore et j'adore parce qu'on se rend compte que finalement tous les événements live internes reprennent exactement les codes du spectacle. C'est-à-dire que je te rejoins complètement, on réinvente rien. Alors moi je mets 2 dimensions, je mets bien sûr l'émotion, et je mettrai l'énergie. Alors c'est très proche, hein, parce que dans les 2 cas, c'est un vécu très intime, très humain, mais pour moi, c'est les 2 intérêts finalement de se réunir. Très complémentaires d'ailleurs, sur le fait qu'on puisse travailler ou échanger à distance, mais on a beaucoup plus difficilement l'émotion et l'énergie. Donc tout est complémentaire. La deuxième chose pour laquelle je suis très en face, c'est que pour moi, il y a 3 clés de réussite. 3 clés de réussite à une prise de parole, qu'elle soit d'entreprise ou autre. Il faut un bon texte ou une bonne partition. Il faut de bons interprètes. Et il faut une bonne mise en scène. Le texte, les interprètes, la mise en scène. C'est le fondamental du théâtre, quoi. Mais c'est les codes du théâtre, c'est les codes des concerts. C'est les codes des concerts. Ce qu'on observe, je trouve, c'est que on s'attache beaucoup à la mise en scène, globalement, plutôt dans le monde de l'entreprise. On pense beaucoup à la scéno, on pense beaucoup à la couleur de la moquette, qui est importante, la moquette. On a un peu tendance à négliger parfois le texte qui vient un peu tard dans le process.
Et on a un peu tendance à négliger cette question d'interprète. Alors, il y a de très bons interprètes, mais moi je considère qu'il n'y a pas de dirigeant naturellement bon. C'est-à-dire qu'on me cite souvent l'exemple de Steve Jobs. Steve Jobs, tu te rends compte, Vincent, c'était quand même c'était impressionnant sur scène. C'est juste un mec qui bossait. C'est un mec qui bossait. C'est un mec qui savait baliser dans son agenda 5, 8, 10 jours pour préparer une intervention. Et le rôle qu'on peut avoir quand on accompagne, Armand nous dira s'il le vit également avec ses clients, mais le rôle qu'on peut avoir aujourd'hui quand on accompagne des dirigeants d'entreprise, c'est également de les faire travailler l'interprétation. C'est-à-dire qu'on n'est pas naturellement bon parce qu'on est dirigeant, on est bon parce qu'on travaille les contenus, on travaille le message, on travaille le texte et on travaille l'interprétation, comme au théâtre. Oui, mais quid du texte, et je rebondis sur la question que je te posais tout à l'heure, quid du texte, aussi bon soit-il, si l'interprète n'est pas bon? Et est-ce qu'il investit, est-ce qu'aujourd'hui, il répète assez? Alors, c'est très inégal. D'ailleurs, c'est très inégal. Il n'y a pas de secret. Hein. Les dirigeants aujourd'hui qui s'investissent dans la préparation, il y en a, bien sûr, il y en a. C'est-à-dire des gens qui savent baliser dans leur agenda, qui consacrent un vrai temps préparatoire, s'ils sont accompagnés, en interne ou en externe d'ailleurs. Oui, ils sont bons et les messages passent. Et c'est radical dans l'autre sens. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne prépare pas, il a beau être DG d'un grand groupe français ou international, sur scène, ça se sent et il n'est pas bon. C'est aussi simple que ça. Cécile, comment vous recevez en tant que directrice de la communication tout ce qui se dit sur la partie émotionnelle? Est-ce que justement, jouer l'émotion, quand on est dans un cadre d'entreprise, est-ce que ce n'est pas un risque? Est-ce que ce risque-là, vous êtes prêt, vous, en tant que directrice de la communication ou en tant que participant au comité de direction de cette entreprise, à prendre ce risque de l'émotion? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas tellement... Voilà, la maîtrise de l'émotion, elle est quand même très très faible. Et est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise comme vous, dans ces événements internes, elle est capable de prendre ce risque? J'abonde dans ce sens-là, effectivement. Alors c'est un petit peu ce qu'on a pris le parti de faire lors de notre dernier événement. On a effectivement aussi beaucoup travaillé, je rebondis aussi sur ce que disait Vincent, sur la préparation effectivement d'intervention de notre directeur général, qui est intervenu en 7 minutes chrono, qui avait fait passer tous les messages clés en 7 minutes chrono. Donc c'était aussi, il y avait un gros travail de préparation, de synthèse et d'interprétation de ce message. Mais oui, l'émotion, oui, c'est un pari risqué, mais j'abonde complètement dans ce sens-là, oui, tout à fait. Marianne et Richard, l'émotion, quand on essaye de favoriser techniquement et technologiquement comme vous une relation, comment on arrive justement à maintenir un niveau d'émotion avec les nouveaux outils digitaux? Alors, comme on parlait musique, moi je voulais réagir sur la rythmique. Le rythme d'un événement. Pour moi, c'est très important. Souvent, pour des événements en présentiel, c'est vrai qu'on est un petit peu le dernier maillon de la chaîne, on est les fonctionnalités qu'on va disposer sur le déroulé. En revanche, quand on est en live sur Internet, effectivement, comme vous avez souligné, c'est plus dur. L'émotionnel, il passe moins. On a aussi des gens qui sont derrière un écran, qui vous regardent. Protection, ils se protègent. Voilà, ils se protègent. Et aussi, ils sont libres de passer sur n'importe quelle autre page web en même temps qu'ils vous regardent. On ne sait pas ce qu'ils font. Donc, pour les capter, c'est encore plus difficile qu'en présentiel. Et du coup, effectivement, on a besoin d'avoir des intervenants ultra péchus, quand on les filme. On a besoin d'avoir des animateurs aussi ultra péchus. On a vraiment besoin d'intégrer du ping-pong dans les interventions et de placer des fonctionnalités éventuellement au départ, de mesurer par exemple au départ leur niveau de compréhension du sujet et de ponctuer avec d'autres petites fonctionnalités tout au long du live jusqu'à pourquoi pas mesurer à la fin en fait s'il y a eu une évolution dans la manière dont ils ont perçu les différents messages et les différents échanges. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et alors surtout, il y a aussi la notion de durée. On parlait du format TED. Moi, par exemple, quand on fait des webinaires en live ou des prises de parole sur des top managers, je leur dis mais c'est pas la peine ne faites pas ça pendant 45 minutes. Une demi-heure suffit. Par contre, faites des récréations et que ces récréations elles soient utiles avec par exemple des pop quiz, des choses comme ça. Vérifiez l'attention, demandez-leur ce qu'ils en pensent. Enfin voilà, c'est tout ça.
Donc, ce qui veut dire que l'émotion, elle est possible, mais il faut, un investissement, encore davantage d'investissement quand il y a les outils. Oui, pour moi, les c'est outils le conducteur. Le conducteur technique, il est hyper important. Richard et après Armand. Déjà, je ne comprends pas pourquoi on devrait dissocier émotion et digital. Déjà, tout d'abord, je pense que le digital, grâce à toute la partie média, que ce soit photo, vidéo, que ce soit la partie sharing, que ce soit la partie je suis là, ce que je suis en train de faire, crée de l'émotion. Enfin, il ne faut pas du tout séparer ces deux notions-là. Je pense que c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Deuxièmement, rappelez-vous Skype. Quand Skype est là, ou même un FaceTime, aujourd'hui, vous pouvez voir des gens à l'autre bout du monde, vous pouvez échanger avec eux. Tout ce qui manque aujourd'hui, c'est le toucher et l'odeur. Et vous avez presque tout le reste. Donc l'émotion est là grâce au digital. Maintenant, je pense qu'il y a un point qui a été mentionné auparavant, dont on n'a pas encore parlé, qui est le sens. Aujourd'hui, le sens est extrêmement important. Quand une entreprise fait un événement interne, elle doit donner du sens, non seulement à son événement, mais elle doit donner du sens à ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. C'est comme ça que les gens vont venir à votre événement et ne vont pas juste venir parce qu'ils sont obligés de venir. Et ça, je pense que vous l'avez mentionné, très bien, mais aujourd'hui, qu'en est-il justement de ce sens-là, de ce que les entreprises donnent à leurs salariés comme sens de direction, comme vision, là où ils veulent aller. Et c'est comme ça qu'on va capter l'audience. Et là, j'aimerais bien avoir l'avis de nos amis. Armand. Alors, moi, j'avoue que il y a vocation à avoir un débat. Et dans un débat, on se connaît peu, donc on a forcément les civilités qui visent à se congratuler. Mais je vais me permettre de mettre un pavé dans cette mare. Il ne s'agit pas d'opposer digital et émotion, bien évidemment, ce serait un sophisme de partir de cet angle-là. Par contre, il est absolument clair que le fait de dire, vous savez, qu'est-ce qui manque? Il manque le toucher et l'odeur. Alors, je pense qu'en réalité, ce n'est pas le sujet. Hein. Le sujet n'est pas de savoir ce qui manque ou ce qui irait, parce que de manière implicite, vous opposez les deux. Et en même temps, il faut comprendre que ce qui se passe ici, à l'instant où je vous parle, ce n'est pas simplement ce que vous entendez. C'est-à-dire qu'il est clair qu'aujourd'hui, ça fait plus débat sur le plan cognitif, la nature des informations que nous échangeons, grosso modo, la partie émergée qui est ce que je dis, représente moins de 1/6 des informations que nous échangeons. Et ce qu'investit aujourd'hui les sciences humaines, et les sciences cognitives en particulier, c'est les 5 autres 6e. Il ne peut pas y avoir cet échange que les scientifiques appellent infraliminaire, s'il n'y a pas de présence physique. Donc à la fameuse question, finalement en digital c'est la même chose mais il manque le toucher et l'odeur, il y a beaucoup plus de choses que le toucher et l'odeur, et je ne me permettrai pas de toucher ma voisine, parce que sinon je viendrai réveiller d'autres problématiques de civilité. Et j'espère que mon parfum lui convient. Mais pour être très clair, ce qui se passe entre nous deux est bien plus important que ça. Elle dispose, et vous l'imaginez, de 10 milliards de neurones, et je vous assure que ça fonctionne bien, et que la nature des échanges que nous établissons sans nous parler est 1000 fois supérieure. D'accord ? Si je devais tomber amoureux d'elle, je vous garantis que ce qui se passerait au fond de moi ne s'inscrirait pas dans la parole. D'accord ? Donc il ne faut pas se tromper là-dessus. Heureusement, nous sommes extrêmement complexes en termes d'échange et l'événement vient convoquer des dimensions bien au-delà. Un point auquel j'étais éminemment sensible. Armand, c'est une direction que je ne comptais pas forcément donner. Bon, j'entends bien, mais je veux dire pas là que vous voyez bien que là où je viens de convoquer les sentiments, c'est que tout le monde peut se dire après tout, ce qui s'est quand même passé dans la rencontre avec un tiers m'a un peu échappé, mais rassurez-vous, les sciences cognitives investissent cette question. Il reste néanmoins un point essentiel. Au-delà du débat sur est-ce que les entreprises donnent du sens, est-ce qu'elles donnent de la vision, et on vient condamner les dirigeants en disant vous êtes trop court-termistes, etc., etc., etc. Bien, ça ne se fait aucun doute, il faut les tirer vers le haut. Il y a une volonté quand même de la part des dirigeants d'essayer de donner un second souffle dans un monde dont l'incertitude est quand même, entre nous soit dit, la nouvelle règle. Donc il faut aussi faire preuve vis-à-vis des dirigeants d'un peu de compréhension sur leur difficulté à projeter et à avoir des visions dans un monde où l'incertitude est quand même la règle. Sur ce qui regarde par contre l'événement lui-même, la dimension entre guillemets émotionnelle, certes, mais il y en a une autre qui est importante. C'est que l'échange que vous êtes en capacité... Exemple, je suis en train de parler. Madame peut envoyer un SMS à sa copine en disant qu'est-ce qu'elle est chiant. Et sa copine peut dire je comprends rien. Et l'autre lui envoie notre SMS en disant ouais mais attends, c'est de la théorie tout ça. Et donc ça m'échappe. C'est-à-dire que vous faites un événement dans l'événement. Et donc si on n'intègre pas dans nos métiers ce principe horizontal qui permet en temps réel... Je vais vous donner un exemple qui m'a marqué.
là je trahis quasiment les principes que j'ai évoqués tout à l'heure. On réunit de l'ordre de 2500 personnes à Lyon, qui sont les nouveaux entrants d'une très grosse entreprise, 3e entreprise française. Donc ils sont nouveaux entrants, et le comité exécutif souhaite accueillir ces nouveaux entrants. Ça s'appelle 2 Days Together, on avait ajouté For Tomorrow, et on les accueille. Les voilà donc passant plusieurs journées avec le pouvoir, etc. Il se trouve qu'une filiale décide de faire dissidence. Il y a un nouveau dirigeant, un nouveau patron, qui décide de faire dissidence et qui lui dit moi je fais mon truc dans mon coin, et donc je vais faire en région parisienne, je vais accueillir mes nouveaux entrants, ils sont 250, 300, parce que je veux marquer mon territoire, parce que, etc. Compréhensible. Ce qu'il a oublié, c'est que cette génération Y communiquait entre la région parisienne et Lyon, dans le genre, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est sympa? Envoie-moi une photo. Et petit à petit, et c'est normal, les moyens qui ont été mis en place pour les 2500 étaient évidemment plus importants. Les ateliers, les interactions, la découverte des nouvelles technologies, la rencontre avec les membres du comité exécutif, il y avait quelque chose de valorisant. Et ils ont commencé à s'envoyer des SMS, des tweets entre eux, et en disant « mais c'est vachement plus chiant ici ». Et à un moment donné, il y a eu une erreur, c'est que les organisateurs ont dit on n'a pas trouvé de nom pour cet événement, hein, nous, les dissidents, parce qu'ils n'allaient pas piquer le nom des autres. On va vous faire travailler en table pour que vous puissiez aller donner le nom à cet événement. Et ils ont développé un processus d'atelier interactif avec des outils tout à fait opportuns, etc. Des systèmes de créativité. À la fin d'une heure et demie d'atelier, il y avait un nom qui était plébiscité par tout le monde. Ça s'appelait 2 Days Alone. Oui, dommage. Quelle douleur. Mais moi, je trouve qu'il y a une intelligence collective derrière cette affirmation. Il y a quelque chose que je trouve incroyable. C'est moi, je suis admiratif de la génération qui arrive. Elle est 1000 fois plus fine, plus juste que nous l'étions. Nous, l'entreprise, c'était parole d'évangile. Donc je trouve que derrière cette démarche, il y a quelque chose qui échappe à la volonté de l'émetteur. Et tant mieux, ne pas l'intégrer, ce serait une faute de communication interne. Laurent, et après Vincent. Armand, j'adhère. Richard, on ne va pas être copains aujourd'hui. On ne va pas être copains aujourd'hui parce que tu ne peux pas dire un truc pareil. Pardon, hein. Peut-être que bon, moi j'ai connu le monde avant Internet et toi, bon, ça n'existe pas ce que tu dis. Donc c'est comme si moi je vais au sex shop, j'achète une poupée gonflable et je me dis, et j'achète une bouteille de Perrier et à Noël je me dis ah les femmes et le champagne. Voilà, ça marche pas, ça n'existe pas. En revanche, ces outils-là, je suis fan, c'est important, j'en ai parlé. Je reviens par contre sur ta question qui est absolument essentielle, le sens. On peut faire une conférence extraordinaire sur le sens. Allez, le sens du séminaire, le sens de pourquoi. Et quand on va travailler avec des directions générales, on leur dit, bon, allez, quels sont les objectifs de votre séminaire? Où sont maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? Quels sont les problèmes de l'entreprise aujourd'hui? Et puis, comme par hasard, on nous dit des choses. Et puis, il y a les choses cachées derrière les choses. Et puis, il y a les choses qu'on ne dit pas, qu'il faut qu'on décode, etc. Donc là, il y a tout un travail de consulting et on est tous des conseils, en fait, hein. Mais après, la question, c'est jusqu'où on s'arrête dans notre rôle de conseil. Parce que est-ce qu'on va trop loin dans le conseil et on perd le budget du client? Alors, ça aussi, c'est bon. Il faudra en parler un jour. Bref, il se trouve que moi, je suis plutôt un homme libre à l'extérieur en tant que chef d'orchestre. Donc, à la rigueur, je suis celui qui empêche de tourner en rond. Mais si ça ne va pas, on met un petit peu de côté. T'es gentil, l'artiste, il nous laisse travailler. Tiens, tu reviendras. Bon, c'est pas grave. À la rigueur, c'est mon rôle. Ça ne me dérange pas. Mais moi, quand je reviens sur le sens de l'événement, et si je vois dans le domaine de l'artistique, c'est quoi le sens? C'est simplement, pour nous, le fait de proposer à un auditoire une vision du monde. C'est ce qu'a fait Beethoven quand il a écrit sa musique, c'est ce qu'a fait Karajan quand il a interprété Beethoven, c'est ce que fait Glenn Gould quand il interprète Bach. La moitié des gens sont fans des interprétations de Glenn Gould et l'autre moitié trouve que c'est poubelle. Mais c'est un parti pris. Et tous les artistes proposent un regard sur le monde. OK, maintenant, si on revient dans le monde de l'entreprise, c'est quoi le sens d'un rassemblement? Je suppose que c'est accompagner le projet de l'entreprise qui est incarné par une direction générale ou par une gouvernance. Et je ne peux pas imaginer une seule seconde que ce projet soit décrété, imposé, ordonné, et je vais vous voir tous marcher d'un seul pas. C'était le monde d'hier. Ce projet ne peut être que proposé. Et ensuite, il doit susciter l'adhésion.
Donc comment on fait pour faire en sorte que le public applaudisse, comme nous dans les concerts, pour dire qu'ils adhèrent? Ça veut dire que, regardez là ce qu'on est en train de faire. Le titre c'est « Comment susciter la participation active des collaborateurs à un événement interne ». Ok. Est-ce que vous trouvez qu'ici on a participation active? On est quand même les cordons les plus mal chaussés, c'est extraordinaire. On est 6 là sur scène et on a 200 personnes qui nous écoutent. Merci, vous êtes super, vous êtes vachement bien parce que vous êtes non mais c'est une question de format aussi, Laurent. Non mais attends, on le fait pas le truc nous-mêmes. Mais on est d'abord, ils sont pas nos collaborateurs, on n'est pas dans une convention interne. Mais il y a des gens, on peut faire des choses avec eux. Non mais c'est sûr. Mais regardez par exemple ici, il y a 200 personnes. Vous êtes 200. Est-ce que vous savez que vous avez un talent ensemble? Vous savez même pas que vous l'aviez. Est-ce que vous savez que, par exemple, vous êtes un extraordinaire chœur vocal? Il va faire chaud. Vous saviez ça? Regardez. Est-ce que vous savez qu'en moins de 10 secondes, vous allez pouvoir produire une note et vous allez tous accorder sans même que je vous dirige? Vous voulez en avoir la preuve? En moins de 10 secondes, on y va. Deuxième chance. Public captif. On va commencer par les filles. Et les garçons? Fort. Parfait. Vous avez mis 4 secondes à vous accorder. Et regardez maintenant, vous savez que vous êtes capable de faire une mélodie? Si je fais par exemple A, 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 A. Et vous savez qu'on peut faire la mélodie, par exemple, là, on peut faire la mélodie, l'hymne de l'entreprise. Non, attends, on va le faire là. Laurent, 10 secondes, regardez. C'est extraordinaire ce que tu fais, et je pense que tu as démontré. Je finis ça, regarde. A. 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 Mais simplement en faisant ça, on va fabriquer l'hymne de l'événement. Qu'est-ce qu'on va retenir? C'est pas les slides. C'est quoi la différence pour un public de vendeurs de savoir s'il faut faire plus 32%? On va retenir Laurent Mignard sautillant sur la scène. Mais on retiendra ce qu'on voudra. On va retenir qu'on s'est marré, qu'on a passé un bon moment ensemble et qu'en sortant, on dit « Oh, c'était quand même sympa cette conférence ». Non mais... Merci pour celui qui va prendre la parole juste après toi. Merci. Donc Vincent, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous proposer comme... J'étais sûr que tu allais me le passer à moi. Quoi. Oui. Non, alors, tu fais chier. Non, moi j'adore, je trouve ça très bien. Alors, moi je voudrais qu'on danse. Alors, non, c'est bon. C'est quoi ce téléphone là? C'est le tien? Tu le coupes? Non, super démonstration et super démonstration, ça c'est typiquement quelque chose qu'on peut vivre parce qu'on est ensemble. Je crois qu'il y a vraiment, je partage complètement. Juste une toute petite parenthèse sur cette histoire de live digital parce que moi je me souviens, ça doit faire 7-8 ans, on m'avait déjà invité à une conférence sur le digital va tuer le live et tout. Enfin, pour moi ce débat il est derrière nous. Non, mais... Il est derrière nous. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est à peu près acquis pour tout le monde qu'on a besoin de se toucher et de se renifler, et on a besoin de ces moments. Et c'est à peu près acquis pour tout le monde qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on vit avec nos smartphones, c'est également acquis. Le vrai sujet, et c'est vrai dans nos métiers en particulier, c'est comment on fait le bon mix entre les deux. Et d'ailleurs, ça va bien au-delà. C'est là où il y a un terrain à construire encore. Alors, il y a encore un terrain à construire. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tu vois que c'est vrai dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup pour le secteur bancaire, Armand aussi, je crois. Vous, si vous lisez un peu la presse éco, c'est le sujet de toutes les banques aujourd'hui. C'est comment, à la fois, je peux avoir des espaces pour rencontrer mes clients et comment je peux faire en sorte également que mes clients puissent faire les choses par eux-mêmes via les mobiles, via le web. D'ailleurs, c'est hyper intéressant. C'est que, je finis juste sur ça, c'est que les banques digitales, les pure players digitaux, aujourd'hui, ils créent, pour certaines, des bars, des espaces de rencontre, parce qu'ils ont compris qu'à un moment, il fallait que sur certains projets, ils voient leurs clients. Mythique, il y en a peut-être parmi vous qui sont sur Mythique, je trouve le phénomène intéressant. Mythique a créé des soirées.
C'est-à-dire que Mythic s'est bien aperçu que le seul vecteur, en fait, à distance, ne fonctionne pas. Les gens, à un moment, ils ont besoin de se voir. Donc, le vrai sujet, et c'est pour ça que, Richard, on continuera à travailler ensemble et on est souvent d'accord, mais effectivement, le vrai sujet, c'est le bon mix. Et pour moi, l'émotion, c'est le live, mais on a besoin du digital également en complément pour générer la connexion et l'interconnexion. Moi, je trouve que l'émotion via le digital, c'est un sujet aussi et qu'on pourrait, dans les années à venir, développer des nouveaux outils qui n'existent pas encore aujourd'hui et qui pourraient se rapprocher de cette émotion physique. Et je comprends, enfin je ne veux pas être le défenseur, mais je comprends aussi Richard qui dit qu'il ne faut pas dissocier émotion et digital. Parce que là, en plus, ceux qui disent non, tu es un faux sujet, digital, ils ont plus de 50 balais. Donc, Non, mais d'abord, premier point, moi, je ne pense pas du tout. Je pense que c'est justement le fait qu'on ne souhaite pas opposer. Hein, je crois que c'est le point important. Moi, je pense que, pour être très clair, la radio n'a pas été tuée par le journal n'a pas été tué par la télévision n'a pas été tuée par Internet. Ce que je veux dire, c'est qu'en réalité... et Internet intègre terriblement les contenus de la télévision. Donc, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est que ce n'est pas le média qui est déterminant, en réalité, c'est l'usage, avec deux clés essentielles. C'est qu'on peut se projeter demain. Ce qui, aujourd'hui, est le sujet sur lequel j'imagine que vous devez travailler. C'est l'interface homme-machine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes amenés à utiliser des tablettes, nous sommes amenés à utiliser des ordinateurs, des téléphones portables, en faisant appel à une interface homme-machine qui est à peu près homogène et qui est, pour les uns, le pouce, pour les autres, les mains, etc. Ce qui est probable, c'est qu'il y aura une révolution des interfaces. Ça, c'est une certitude. On voit des éléments émergents aujourd'hui sur le vocal, on voit des éléments émergents sur les logiques comportementales. Donc, il est probable que l'interface homme-machine évolue. Il est probable qu'on ait des interfaces de plus en plus adaptées à des réalités physiologiques et dans lequel on soit beaucoup plus loin. Je vois l'exemple symptomatique qui était évoqué par ma voisine, qui disait il faudrait que les dirigeants ne s'inquiètent pas de voir, lors de conventions, des collaborateurs, la tête sur leur écran en train de utiliser les outils de communication. Oui, dans une certaine limite, c'est-à-dire que moi, je suis un gros utilisateur de ces outils, mais j'ai parfois souhaité qu'on arrête. Pourquoi? Parce que j'ai vu aussi qu'il y avait une compétition au like sur les questions des copains, et que le grand but, c'est de savoir s'il y avait, dans une auditoire de 1000 personnes, 750 likes sur ma question ou 680. Et après, il y avait le concours des jolis mots. Il y avait un dirigeant qui essayait de faire comprendre ce qu'était un concept qu'il avait appelé le pivot. Le pivot. Hein, et il avait développé sur le pivot toute une série de démarches. Mon voisin pense que c'est le pavot, mais ça dépend en fait des conditions de l'événement. Et donc, à un moment donné, alors c'est ma génération, mais il y a des gars qui ne comprenaient pas ce qu'était le pivot. Il y a un type qui a lancé un joli mot qui était le pivot m'apostrophe. C'était lié à l'émission de Bernard Pivot. Les gens trouvaient ça rigolo. Il y avait 580 likes sur le pivot apostrophe. Enfin, à un moment donné, c'est clair, on n'était plus dans la convention. L'outil créait un outil, entre guillemets, un peu dissident. Il y a donc une limite à ça. Par contre, ce dont je suis certain, c'est que le second souffle de ces outils, ça va être de s'affranchir de la contrainte interface homme-machine. Je ne crois pas qu'on soit dans Star Trek. Je pense que c'est une unité de temps, peut-être de 5-6 ans, vu la vitesse à laquelle vont les évolutions. On le voit aujourd'hui sur la capacité à vocaliser le rapport à l'interface. Donc moi, j'imagine tout à fait demain qu'on intégrera de plus en plus sur de l'expression artistique, qu'on intégrera de plus en plus sur des conventions institutionnelles, des outils digitaux, mais sur lesquels on aura réinventé les interfaces. Et donc, fort de ça, pourquoi pas de l'émotion? Richard, et après, question dans la salle. Là-dessus, on avait regardé aussi toutes les technos et les évolutions. On avait fait une étude sur les événements en 2050. Et ce qui était ressorti de ça, c'était que, en fait, la plupart des choses qu'on pense qu'il va y avoir en 2050, déjà, on les connaît pas encore, premièrement. Deuxièmement, en termes de ce qu'on peut commencer à voir, toute la partie réalité virtuelle avec les casques. On a vu certains, justement, à votre événement. Je pense que ça, c'est un très grand domaine dans lequel il y a des choses à faire. Toute la partie hologramme aussi, qui est en train d'arriver. Il y a un premier centre en Europe, qui est l'Esperia Hotel à Barcelone, qui a un équipement qui permet d'avoir quelqu'un en hologramme présent et faire des choses alors qu'il est basé à 10 000 km de là.
Donc ces choses-là vont arriver. Et je pense qu'Armand, sur cette partie-là, a raison que ces interfaces-là vont changer. Et demain, on n'aura peut-être même pas de smartphone, on aura peut-être même, alors là je vais choquer encore plus mes voisins, mais peut-être qu'on aura une chipset ou un chip directement dans la tête qui sera connecté et avec lequel on pourrait réagir. Juste pour on a raison, on se projette, on fait un peu de prospective, mais bon, on va arriver à tomber dans le Star Trek, je pense. Moi aussi, je serais mort. Et juste sur le débat digital émotion, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord avec une forme de le dire différente, mais bien évidemment, je pense que l'émotion aujourd'hui peut être créée à travers différents médias. Et le dernier point, c'est qu'il ne faut pas oublier, hein, l'événement, c'est un peu comme la télévision, on en a parlé. Ce qui est important aussi, c'est le contenu. Si le contenu est bon et qu'il est captivant, en général, il n'y a pas trop de dissidence. Allez, Marianne, et après Laurent, mais une phrase. Truc, en fait, c'est vrai que sur le débat de l'émotion, je pense qu'il y a aussi des choses qui peuvent être complètement déconnectées du format et du contenu d'une plénière ou des messages. Il y a aussi le digital qui fait l'ambiance. Je vous donne un exemple concret. Récemment, on a créé une application pour un très gros labo qui a fait un gros événement à Berlin. Et il y a une fonctionnalité qui a marché à fond, c'est les photos. Ils ont passé un super moment dans chaque atelier. Ils se sont fait des selfies, ils se sont marrés le soir, ils ont été à leur soirée et le lendemain, ils l'ont mis sur les écrans, ils ont fait le mur de photos. Et malgré tout, en fait, ça va contribuer aussi à la réussite de l'événement lui-même. Et ça, le plaisir, l'amusement. Voilà, un peu comme l'intervention de notre chef d'orchestre. Laurent, un mot, un seul mot. Non ? Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez une question pour Laurent ? Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de questions. Et puis celles qui sont remontées, on trouvait dans... Si, c'était un excellent public. Non, mais en fait, les questions qui sont remontées ont trouvé une réponse dans toutes vos interventions. Donc, vous avez été très bons, c'est ça. Merci, on peut les applaudir. J'espère que vous y avez retiré des idées, des pistes de réflexion, des grandes tendances, un peu de prospective aussi. Je vous remercie beaucoup.